Bonjour et bienvenue au Sommet des intelligences reconnectées. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Marilyn Glanzmann qui exerce en Suisse et bienvenue aussi aux personnes qui sont présentes actuellement, ici et maintenant, et puis les personnes qui seront en replay. Donc, Marilyn, bienvenue. Merci Coralie pour l'invitation. Bienvenue à chacun. Et donc, j'aimerais que tu te présentes. Donc, le sommet, s'adresse particulièrement à des personnes qui ont une haute sensibilité. La thématique de cette édition est comment améliorer la qualité de ses relations. Marilyn, est-ce que tu peux te présenter d'abord et ensuite commencer à nous expliquer un peu tout ce que tu es venu nous partager aujourd'hui, s'il te plaît? Avec grande joie. Alors, je pense que dans mon parcours de vie, ce qui a été très important pour moi dès mon plus jeune âge, c'est la chance de pouvoir habiter dans un environnement immergé dans la nature. J'ai, grâce à cela, très très jeune, eu la chance d'observer cette nature, d'observer les cycles de la nature, d'apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont et aussi de pouvoir accepter parfois le cru de la vie. Cette nature, elle m'a apporté aussi beaucoup de ressources dans des moments particulièrement difficiles, parce que j'ai vécu dans une famille où la maladie a fait partie de mon enfance et de mon adolescence. Et j'ai pu aussi, grâce à la maladie de mes parents, comprendre qu'il y a des moments dans la vie où demander de l'aide est quelque chose de vraiment fondamental, d'important. Ce parcours de famille m'a permis d'aller moi-même très tôt aller investiguer dans mon intériorité ce que je vivais dans mon corps, ce que je vivais dans mon monde émotionnel, de pouvoir me connaître, me comprendre. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir, on va dire, faire de la psychothérapie depuis mon plus jeune âge, même de la psychothérapie familiale. À l'époque, c'était même très peu usité. On était au début de la systémique, en fait. Et puis, tout cela a fait de moi un être qui a eu envie de travailler dans le domaine de la relation, bien sûr, tout en souhaitant quitter très rapidement le monde de la santé parce que j'étais un petit peu saoulée par des problématiques en tout genre et j'ai eu besoin de me retrouver, me ressourcer, de me connecter à la joie de vivre et à développer des choses légères aussi. Voilà, donc j'ai choisi le métier de l'enseignement qui m'a permis d'être en contact avec des enfants, puis après avec des adolescents, puis des adultes et à pouvoir transmettre des choses qui m'étaient chères. Et puis, j'ai ensuite renoué avec le monde du travail dans le domaine des ressources humaines, où j'ai fait du recrutement, de la sélection. Je me suis occupée de monter aussi des structures pour les cadres. Et j'étais très attentive à la notion, je pense, de bonheur au travail, d'équilibre, d'intégrer chacun, pour ensuite aller à nouveau rencontrer le monde de la santé et offrir mes compétences que j'avais développées en tant qu'enfant et adolescent. Travailler dans le monde de la thérapie avec des personnes souffrant de dépendance à l'alcool. Et après 8 années où j'ai beaucoup, beaucoup appris, j'ai décidé de créer une structure accompagnée par une autre personne dont le but d'offrir un espace plus aligné encore à mes valeurs, à mes croyances, pour apporter mon soutien dans le monde avec mon regard à moi. Et aujourd'hui, j'ai développé avec des collègues un centre de la présence à Lausanne qui nous permet d'accompagner les individus qui sont momentanément avec une atteinte à la santé, qui ont besoin de se reposer, de se recentrer, de faire un travail de rétablissement de l'être avant de pouvoir se relancer dans l'économie, faire un processus de réinsertion, de réorientation professionnelle. Et voilà, mon quotidien aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les gens avec toutes ces blessures dans la perspective de retourner sur le marché du travail. Très bien. Waouh, quel parcours déjà. Alors, justement, comment, quand on a une haute sensibilité, améliorer ses relations, la qualité de ses relations? Qu'est-ce qui se joue derrière? Comment est-ce que tu peux nous apporter des éclairages et ton approche originale là? Bon, je ne sais pas si mon approche est si originale que ça, mais peut-être qu'en préambule, ce que j'avais envie de partager, c'est que on parle souvent de l'hypersensibilité ou de la haute sensibilité. Et pour moi, en fait, le thème central, c'est la sensibilité. Parce que je pense vraiment que nous sommes tous de nature, c'est le cadeau de notre naissance. Nous arrivons au monde en tant qu'être sensible. Si on regarde un bébé, quand il arrive, on voit bien qu'il capte beaucoup, beaucoup de choses. Il sent, il ressent, il entend très, très bien. Et puis, il réagit à tout ça.
Et en fait, cette sensibilité, lorsqu'elle est bien équilibrée, lorsqu'on arrive à neutraliser un certain nombre de choses, elle nous permet en fait d'être à notre service, au service de notre être et au service des autres. Et lorsque tout à coup nous nous déséquilibrons, que on va dire, nous décalons de cette sensibilité, alors on va peut-être entrer dans la zone de l'hypersensibilité où tout à coup on est submergé par toutes sortes d'informations dont on ne sait pas que faire. Et puis, on va à ce moment-là se trouver en difficulté de pouvoir utiliser ce potentiel parce que nous avons perdu notre centre. Donc, pour moi, on n'est pas un être hypersensible, on est un être qui campe, on va dire, dans l'hypersensibilité et qui peut-être ne sait pas comment faire pour se recentrer et rencontrer cet être sensible et faire quelque chose d'utile avec tout ça. Mais ça n'est pas, c'est pas une fatalité en fait pour moi. C'est ni un diagnostic ni une fatalité. C'est juste un moment qui peut peut-être durer pour certains peut-être toute une vie parce qu'ils ne savent pas comment faire avec ça. Mais voilà, c'est une caractéristique. Qui dit hypersensibilité dit dans l'autre polarité hyposensibilité. Ça veut dire que à d'autres moments nous faisons l'inverse en fait. Comme c'est compliqué de gérer cette sensibilité-là, alors on va peut-être se couper de nos sensations physiques, se couper sur le plan auditif, sur le plan, peu importe, visuel, olfactif. Et alors on va devenir cet être hyposensible qui va probablement créer des tas de difficultés aux autres aussi, pas seulement à soi-même, mais aux autres, parce qu'on est à ce moment-là coupé de notre empathie. Et évidemment que coupé de notre sensibilité, nous ne pouvons pas prendre des bonnes décisions et mener des bonnes actions qui vont être pour le plus haut bien de tous, puisqu'en fait, nous ne sommes pas en fait en contact avec ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc pour moi, c'est important dans ce contexte-là de bien comprendre que hypersensibilité, hyposensibilité, c'est ce que nous avons tous, et que le travail qui est à mener, et en tout cas c'est ce que je m'applique à faire avec les êtres que j'accompagne dans le cadre du centre de la présence, c'est comment je peux retrouver le plus possible mon centre, ma sensibilité équilibrée, où j'ai pu neutraliser pour pouvoir faire quelque chose de toutes les informations que je suis capable de capter. Voilà, et qui sont à disposition de tout le monde en fait. Wow, c'est vrai que ça permet de relativiser et de se dire qu'il y a une possibilité de pouvoir finalement en faire une force de ce surcroît de captation d'informations, finalement, si on arrive à canaliser ça, on peut en faire quelque chose de créatif, qui crée dans notre vie plutôt que d'avoir à le subir comme des agressions, quelles qu'elles soient, hein, visuelles, avec la lumière, enfin, là, c'est un peu physiologique, mais je veux dire, le son, finalement, si on arrive à revenir en notre centre et être moins hypersensible de certains stimuli extérieurs, ça peut permettre de créer, d'être plus dans la création plutôt que dans l'éloignement, l'isolement, se protéger en fait. C'est ça. Alors, bien sûr que parfois, ça prend beaucoup de temps. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Ça m'est arrivé que certaines personnes soient là pendant des mois, hein, parfois même 6 mois, 8 mois, une année, dans ce processus, pour arriver à trouver un chemin, en fait, avec cette nouvelle posture. C'est pour ça que dans la journée, en tout cas, moi, j'invite souvent les gens à prendre un moment et de s'arrêter pour juste déjà prendre conscience où est-ce qu'il est mon cursus en ce moment dans le continuum de la sensibilité. Où est-ce que je suis en train de me situer là maintenant? Et on peut parfois se mettre des petits timers comme ça sur le téléphone, comme ça au moins on utilise aussi le téléphone pour des choses très très utiles, pour pouvoir s'arrêter plusieurs fois dans la journée par exemple, et puis prendre conscience, mais où est-ce que je suis là maintenant? Et puis avec quelques respirations ou d'autres outils, peu importe, il y en a beaucoup, mais déjà de donner l'information au cerveau de attends, je m'arrête, j'observe où je me situe par rapport à la sensibilité, je fais quelques instants et je regarde comment je peux améliorer la chose, ou est-ce que j'ai besoin de m'éloigner un moment parce qu'il y a trop de stimulation à l'extérieur. Et je pense vraiment que c'est important d'apprendre à faire des stops plusieurs fois dans la journée et aussi à diminuer l'intensité et le rythme de notre travail. Et c'est aussi une chose que nous pratiquons beaucoup au sein de la présence, c'est réapprendre la lenteur. Recommencer à envisager une journée de travail dans un rythme beaucoup plus long
parce que c'est difficile de faire de l'observation de soi-même lorsqu'on est en permanence dans quelque chose qui est à grande vitesse. Oui, c'est vrai que la lenteur peut parfois être... elle peut faire peur parce une fois, on peut même avoir l'impression d'avoir un train de retard ou quelque chose et on est dans l'urgence et tout ça. Et finalement, de la lenteur à l'intérieur de ça peut permettre de remettre des pendules à l'heure. Et pour prendre un train, c'est bien. Euh, alors, est-ce que j'ai vraiment envie que tu nous parles alors, le fameux mot névrose, que je sais que tu vas utiliser. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, je t'ai dit souvent ce mot névrose est perçu comme presque un gros mot, hein, névrose. C'est comme quand on disait on va voir un psy. Ouh, il ou elle doit être folle. Névrose, on a une névrose, c'est que il se passe des choses. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer les névroses et puis nous présenter ce que tu souhaites partager avec nous? Oui, avec joie. J'essaie toujours d'être vraiment une praticienne, comme je le disais lors de notre dernière discussion. Je ne me considère absolument pas comme une experte de quelque chose, mais par contre une praticienne. Pour moi, ce qui est important, c'est de vivre la vie, c'est de la pratiquer la vie, c'est pas de la théoriser en fait. Et je me demande souvent comment est-ce qu'on peut faire cela. Et une des pistes que j'ai trouvées intéressantes et que j'ai beaucoup proposé dans le cadre du son de la présence, c'est d'oser aller regarder des parties de nous-mêmes que nous fuyons souvent. On a tendance à dire qu'effectivement, on est belle personne, on est tous magnifiques, on est tous merveilleux. Et c'est vrai qu'on a tous un centre de sagesse et on a tous un immense potentiel illimité. Mais on est aussi, et ça je pense que c'est important de bien le reconnaître, on est aussi rempli de protection, on est rempli de comportements qu'on appelle des comportements névrotiques et qui sont des comportements de survie, qui se sont mis en place suite à justement de nombreuses blessures, beaucoup de frustrations et qui nous ont obligés dans le fond à trouver des stratégies. Et sur le moment, la stratégie est toujours très utile et très importante, mais il se trouve que toutes ces stratégies de survie, eh bien, on les a conservées avec le temps. Et avec le temps, au lieu qu'elles deviennent une force, eh bien, elles deviennent un empêchement. Et ces empêchements, ben, ils sont multiples. Si on regarde un être qui campe momentanément dans son hypersensibilité et qui ressent beaucoup de stimulation, parfois, il ne sait plus comment s'y prendre. Alors, une des stratégies névrotiques que nous avons, par exemple, c'est ce que moi j'appelle la stratégie du grillon, ou peut-être la cigale, comme vous préférez, où tout à coup, en fait, c'est trop. Et comme le grillon, ben, hop, il y a quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête, et puis hop, on va plonger dans notre trou pour disparaître. Et en fait, dans ce moment-là, très inconsciemment, on va aller se cacher en fait dans notre imaginaire parce que la vie, elle est plus facile, elle est plus agréable dans notre imaginaire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans notre imaginaire, on n'est plus en contact avec le corps, on n'est plus en contact avec la vie, on n'est plus en contact avec notre incarnation. Et alors, on va pas arriver à mettre dans la matière, en fait, tout ce qu'on aimerait apporter dans le monde. Et si on n'est pas en contact avec notre corps, eh bien évidemment qu'on ne va pas être en contact avec l'autre. Donc, ça va être très difficile de vivre des relations, de créer des relations. Donc voilà, ça c'est une première réponse névrotique, c'est la réponse du grillon. Ensuite, on a d'autres comportements qu'on a mis à notre insu en place. C'est celui, par exemple, que j'appelle le comportement de la puce. Et la puce, elle a toujours besoin d'un support, en fait, pour vivre. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'aller... Une tique, c'est moins sympa, la tique, mais bon, ça fait la même chose que la puce. À un moment donné, ça va prendre l'énergie à quelque part. Et lorsqu'on manque de confiance en nous, eh bien, on va, parfois sans s'en rendre compte, aller capter de l'énergie, prendre de l'énergie. Ça peut être chez notre partenaire, ça peut être notre frère, notre sœur, notre ami, notre voisin. Et on va utiliser cette énergie pour pouvoir exister. Et dans ces moments-là, ben, nous n'avons pas des relations équilibrées. Nous avons des relations de dépendance. Et ça va être important de prendre de plus en plus conscience quand est-ce que ces phénomènes se mettent en place pour que l'on arrive petit à petit, et il y a beaucoup de méthodes possibles, à passer du temps avec soi, d'apprendre à aimer l'être que l'on est, d'apprendre à vraiment avoir de l'affection pour soi-même et petit à petit de pouvoir se construire en tant qu'être autonome. Voilà, donc ça, c'est la réponse de la puce. Et cet être autonome pourra créer de nouvelles relations beaucoup plus équilibrées.
Une autre stratégie que nous développons tous, hein, parce qu'on a tous toutes ces stratégies, qu'on le veuille ou non, hypersensible, pas hypersensible, on les a tous toutes, c'est la stratégie de l'abeille. Alors l'abeille, elle capte beaucoup, hein, comme l'être qui se trouve dans l'hypersensibilité. Donc elle voit autour d'elle les besoins des uns des autres et elle a une grande envie d'y répondre. Et alors elle est tout le temps au service des autres, elle est tout le temps en train de remplir les besoins des autres, elle est tout le temps en train de s'occuper des autres. Et sans se rendre compte, cette abeille, ben, elle se fatigue, elle se fatigue, elle se fatigue. Si on regarde dans la nature l'abeille, lorsque tout d'un coup elle est vraiment acculée et qu'elle ne sait plus comment faire et qu'elle doit se défendre, elle va piquer et elle va même mourir, elle va même donner sa vie. Et on voit que dans cette posture de l'abeille, eh bien, on peut aller jusqu'à l'épuisement et on peut faire un burn-out qui peut voilà, avoir parfois des conséquences très importantes. L'abeille, ce qu'elle n'a pas appris, c'est en fait à s'arrêter et apprendre à se connaître pour pouvoir rencontrer ses besoins, les besoins qui sont tout personnels. C'est-à-dire qu'on a tous des besoins physiques, on a des besoins émotionnels, on a des besoins intellectuels, on a des besoins spirituels. Et si je ne prends pas le temps de m'arrêter, si je ne prends pas le temps d'aller me rencontrer, d'apprendre à faire connaissance vraiment avec moi, qui je suis vraiment, eh bien, je risque d'être une abeille au service du monde, apporter du miel à tout le monde, mais m'oublier complètement dans cette affaire-là. Et puis, un autre comportement encore, lorsque l'on est souvent dans l'hypersensibilité, eh bien, on a souvent des histoires pas très sympathiques qui vont nous arriver parce que d'autres vont profiter, bien sûr, de tout ce que l'on apporte aux autres. Et petit à petit, il y a une partie de nous qui risque de devenir méfiante. Et cette méfiance va nous amener dans un comportement de raideur parce que quand on a peur, on se raidit. Et donc, à force de se rigidifier, on va rentrer dans le comportement de l'araignée, on l'appelle comme ça, après c'est des métaphores, vous pouvez imaginer d'autres animaux bien sûr, mais c'est pour aider à mieux identifier les choses, qui va prendre l'habitude d'un coup de tout organiser, de tout structurer, de faire des choses très méthodiques, et on ne se rend pas compte que lorsque l'on perd toute notre souplesse, toute notre spontanéité, qui est en fait le mouvement de la vie, parce que la vie, elle est libre, elle est mouvement, et bien à ce moment-là, on va se couper en fait de toutes sortes de relations et surtout se couper des possibilités de collaborer, de coopérer, de co-créer. Parce que pour co-créer, il y a besoin qu'il y ait de la souplesse dans la relation. Et puis, qu'on le veuille ou non, même si on est un être à grande tendance dans l'hypersensibilité, il y a tous les moments où on va être aussi dans l'hyposensibilité parce qu'on va se couper et on va plus supporter beaucoup de choses. Et à ce moment-là, parfois, peut-être qu'on va se surprendre aussi de faire le frelon. Et le frelon, bah, c'est celui qui, d'un coup, arrive, a besoin de contrôler, a besoin de prendre la place plus que la sienne et va peut-être même manipuler pour arriver à ses fins. Et en fait, ben, toutes ces postures, nous les avons toutes. Ce sont vraiment nos névroses qui sont là comme comportement de survie et qui nous empêchent de rencontrer vraiment l'être profond que nous sommes pour vivre des relations équilibrées avec les autres. Oui, et quand tu parlais de l'araignée, je me rappelle, c'est aussi la fameuse toile d'araignée qui est vraiment minutieusement, alors, c'est minutieusement fabriquée. Et voilà, c'est rentrer dans cette minutie, enfin, ce sens du détail extrême qui fait on en perd peut-être le sens du reste, en fait, d'être trop méthodique. Oui, et c'est là qu'on risque de beaucoup, de ne pas accéder à toute notre créativité, toute notre immensité, en fait, toute notre inventivité, tout ce qui pourrait être innovant aussi, que ce soit avec nous-mêmes ou aussi avec l'autre, justement, dans la relation. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de pouvoir se donner l'opportunité de s'exercer à identifier ses comportements et ensuite de s'exercer à en sortir. Et là, par exemple, lorsqu'on parle de l'araignée, eh ben, c'est d'apprendre justement à lâcher le contrôle et puis à faire toutes sortes de jeux, d'exercices, d'activités, peu importe lesquels, hein, qu'on choisisse de faire de l'improvisation, qu'on choisisse de faire du théâtre, qu'on choisisse de créer quelque chose avec ses mains, mais où on n'a pas d'intention de résultat. On n'a plus d'intention d'atteindre un résultat. C'est vraiment de pouvoir lâcher le besoin d'être parfait, de pouvoir de plus en plus accepter ce qui est, ça vient comme ça vient, et puis je peux supporter ce qui vient et ce qui sort de moi. Hmm. Alors, est-ce que tu as envie que l'on pose, que l'on demande s'il y a des questions déjà par rapport à cette approche? Oui, très volontiers. Si vous avez des questions.
particulières, vous pouvez soit les écrire ou ouvrir votre micro. Pendant que vous réfléchissez, si vous avez des questions. Voilà, et donc, comment est-ce qu'on... Je vais lancer une question et puis vous direz si vous voulez poser une question. Comment est-ce qu'on jongle justement entre tous ces insectes? Comment on arrive à gérer? Ben, évidemment que dans une journée, probablement qu'on les rencontre pratiquement tous, hein. On est tout le temps en fait en train de se balader dans nos névroses parce que souvent on a beaucoup de difficultés à oser aller regarder les choses telles qu'elles sont. Donc on jongle avec plus ou moins de conscience, avec plus ou moins de petites histoires qu'on se raconte. Et ça peut être intéressant de prendre le temps de s'arrêter justement régulièrement pour se demander, mais OK, si je regarde les choses factuellement là dans la dernière heure ou dans ma journée, si on prend un moment de soir, et de se dire, mais en fait, j'ai passé par quel comportement, par quelle étape, et puis d'apprendre aussi à identifier, mais qu'est-ce qui a déclenché ça, à quel moment peut-être je me suis perçue en danger. Et plus on va devenir fin dans notre capacité d'observer est-ce qu'on a passé par tout? Est-ce qu'on a tendance à avoir tout le temps un comportement très, très répétitif? Et puis, qu'est-ce qui a déclenché ce moment-là? Eh bien, on va pouvoir reprendre notre pouvoir parce qu'on ne peut reprendre notre pouvoir que si on veut bien identifier ces moments-là et puis revenir dans son centre et essayer quelque chose d'autre. Donc, oser de se remettre en danger, de risquer, en fait. Vivre, c'est prendre des risques, en fait. Alors, une question est passée par mon esprit, elle est repartie. Oui, ça veut dire que, voilà, je m'imaginais peut-être, en fait, on peut s'observer. Philippe Dorès l'a dit, vous aurez les replays, promis, la semaine prochaine. L'observation n'est pas le juge qui nous observe ou le critique qui nous observe, mais juste l'observateur qui nous aide à reprendre notre pouvoir personnel, je dirais, ou notre liberté intérieure, de s'observer en fait. Oui, de devenir plus un témoin qui constate. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, bon, si on regarde, quand on observe les insectes, on ne les critique pas, on ne les juge pas, on les observe. On observe comment l'abeille fait, sur quelle fleur elle va se poser, comment elle fait son trajet. On va observer comment l'araignée tisse sa toile. Enfin, on est un observateur. Et c'est pour ça que cette image des insectes est assez intéressante parce que si on est capable d'observer des insectes, on est aussi, sans les juger, sans les critiquer, mais de manière très factuelle, très neutre, ben on peut aussi développer cette capacité de simplement s'observer soi-même sans avoir besoin de juger ou de critiquer le comportement qu'on a eu à ce moment-là, mais de le constater. Et dès que l'on constate quelque chose, alors à ce moment-là, cela nous donne le pouvoir de changer. Ça reste un choix personnel, hein. Par contre, ce que je n'ai pas constaté encore, je ne vais pas pouvoir le changer. Ouais. Et même si c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit, c'est pas pareil que d'en prendre conscience soi-même à un moment, d'avoir le déclic de waouh, j'ai ce comportement ou j'ai cette attitude à certains moments. C'est ça. En tout cas, c'est sûr que dans le cadre de mes accompagnements, j'observe que souvent, il y a besoin d'une grande période de prise de contact et qu'il y ait une grande complicité qui puisse se mettre en place avant qu'on puisse dire quelque chose à quelqu'un qui puisse être vraiment accepté et avoir vraiment des effets positifs. Parce qu'on se sent très rapidement en danger quand l'autre nous observe, constate, et si la relation n'est pas suffisamment complice, solide et solide, notre ego est tellement puissant que très rapidement, on voit que des stratégies se mettent en place pour ne pas recevoir ce qui nous a été offert comme un cadeau. Et voilà, ma question est revenue. Est-ce que tu peux nous distinguer, donc les névroses, nous expliquer un peu plus ce que c'est, et puis peut-être comparer par rapport à la psychose, enfin voilà, l'aspect psychotique, pour rappeler rapidement. Bon, bah, pour rappeler très simplement, hein, les névroses, l'observateur des névroses, c'est Carl Gustav Jung
qui dans ses écrits, a vraiment expliqué ce qu'il a constaté durant des années et des années de consultation. Et en fait, la dynamique névrotique, elle est encore plus complexe que ça, parce que non seulement on est un être, si vous voulez, qui, dans son centre, est constitué, on va dire, de notre partie de sagesse ou notre partie, notre pure conscience. On va être autour de cette conscience remplie de blessures, de frustrations qu'on aura en fait cachées par des comportements justement névrotiques, nos fameux insectes. Et tout cela, ça va constituer ce qu'on appelle notre personnalité. Et cette personnalité, ben, c'est le moi. C'est avec ce moi qu'on va traverser la vie. Et puis, comme ce moi a envie en plus de cacher tous ces comportements névrotiques qui sont parfois difficiles à regarder, on va encore autour de ça placer des masques. On va porter des masques, toutes sortes de masques qui vont cacher en fait notre manière de nous protéger. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la dynamique névrotique, c'est tout ce jeu qui se joue entre les masques, entre les réponses, les comportements de survie, et qui nous empêche d'atteindre en fait ce centre de sagesse. Voilà. Et ça, Gustav Jung l'explique extrêmement bien. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'heure de changer, de pratiquer et vraiment de s'engager à constater et à changer que de faire beaucoup de connaissances. Parce qu'un des premiers empêchements du changement, c'est aussi la connaissance. Parce que souvent, on va se réfugier dans la connaissance. Et on peut raconter des tas et des tas de choses, on peut les connaître, mais rien n'a encore changé. Parce que changer, c'est vraiment un acte de volonté. Oui, et peut-être la sensation de se dire, voilà, quand on a pris conscience de quelque chose, se dire non, mais ça, c'est plus possible. Soit je ne peux plus supporter telle nature de relation, soit il y a une attitude en soi à dire non, je ne peux pas continuer à avoir cette attitude. Enfin, c'est impensable. À partir du moment où vraiment il y a eu le déclic, et là, après, ça peut être instantané, hein, c'est comme une personne qui peut se dire mais c'est terminé, j'arrête de fumer, et puis instantanément, ils arrêtent la dernière cigarette et après, ils ne recommencent pas. Alors, quel qu'en soit le déclic, l'origine, la cause, mais à un moment, vraiment, un déclic. Sortir de la névrose reste un exercice justement de tous les jours. J'ai presque envie de dire qu'en sentiment que jamais rien n'est acquis. Donc, c'est de pouvoir développer ce comportement d'observation de manière la plus permanente possible pour pouvoir sortir de ces comportements que l'on peut voir. C'est ça, c'est ce qui est possible dans le cadre de la névrose. Nous souffrons tous de ces névroses et c'est quelque chose que nous pouvons voir et regarder si nous le voulons bien. Contrairement à la psychose, où là, on est dans une autre difficulté, et lorsqu'on a une problématique psychotique, c'est qu'on est dans l'incapacité en fait d'observer ce qui est en train de nous arriver. Voilà. C'est pour ça que quand on parle de psychose, on a vraiment un diagnostic médical, mais lorsqu'on parle d'un névrose, ben, ce sont ces comportements de survie dont nous souffrons absolument tous. D'accord. Dont il est temps de s'occuper si on a envie que le monde se porte mieux. Oui. Et je mettrai avec le replay un lien qui vous permettra d'accéder à un visuel très représentatif avec les insectes, les petits insectes, et comme ça vous aurez un ancrage visuel et en fait ça peut être un très bon moyen de l'avoir pas loin dans son ordinateur et de se dire de regarder où on en est dans l'état d'insecte, entre guillemets, de métaphore. Dans la journée, en tout cas, c'est un visuel, un graphisme très, très parlant et très utile. Donc, bravo. Tant mieux, avec joie. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on peut faire toutes sortes d'exercices pour reprendre, on va dire, possession de son être et puis, on va dire, se rééduquer pour sortir de ces comportements névrotiques. J'ai donc la chance d'avoir pu fonder avec justement Philippe Drouet, je crois, qui est intervenu récemment dans une des conférences, où Philippe a développé tout un concept harmonie-évolution dans lequel il y a des outils qui sont proposés. Et je trouve très intéressant de constater que justement l'utilisation, par exemple, des huiles qu'il a développées amène vraiment à des résultats beaucoup plus rapides. Ce sont des choses que je pratique maintenant depuis plus d'une année dans le cadre des soins que je peux offrir.
Et l'idée, en fait, d'utiliser aussi des outils type les huiles sont là pour bypasser justement le mental et permettre d'aller réorganiser quelque chose sur le plan énergétique à l'intérieur de notre être. Parce que s'observer et puis changer de comportement, c'est important et c'est essentiel, mais de pouvoir aussi trouver les moyens de gagner du temps de manière efficace pour qu'il y ait une réorganisation interne qui se fasse, eh ben, c'est aussi quelque chose de très complémentaire. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux approches pour moi aujourd'hui. C'est une approche interne et puis une approche de j'observe et je passe dans des actions nouvelles parce que j'ai observé quelque chose. Voilà. Et pour moi, ces deux choses sont très complémentaires pour pouvoir changer le plus rapidement possible, évoluer et s'expanser et pour pouvoir ensuite atteindre une partie nouvelle de notre potentiel parce qu'on utilise souvent très, très peu de notre être parce qu'on est coincé dans notre personnalité. Et toi, donc, tu es particulièrement des personnes qui traversent, soit qui ont vécu ou qui vivent encore un burn-out, enfin vraiment, il y a des contextes, un état difficile. Et donc, c'est plus en lien avec d'un côté, le milieu du travail, l'aspect professionnel. Comment faire pour se prévenir, comment faire pour prévenir justement des risques de burn-out, des choses de quoi, de quoi doit-on être vigilant pour éviter le burn-out? Alors, ça peut être pour des salariés en entreprise ou même pour des solopreneurs ou des entrepreneurs voilà, qui se mettent beaucoup la pression. Comment éviter de tomber dans le piège? Alors, bien sûr qu'une grande partie de mes clients, malheureusement, ont fait l'expérience ou font encore l'expérience de l'atteinte à la santé, mais j'accompagne aussi des personnes et de plus en plus qui commencent à prendre conscience que l'événement n'est pas forcément nécessaire. Ça veut dire que lorsque je commence à rencontrer des fatigues ou des difficultés ou des frustrations importantes ou des colères, parce que vous voyez, par exemple, si on prend l'insecte, l'abeille, qui va peut-être dans sa place de travail s'occuper beaucoup des autres, s'agiter pour tout le monde, commencer tôt le travail, finir tard, etc. Cette abeille-là va peut-être à un moment donné commencer à constater que il y a pas, il y a une grosse posture de sacrifice en fait dans tout cela. Et que souvent, caché sous tout ce qu'elle offre, il y a une énorme colère qui est là. Parce que finalement, elle va réaliser, cette abeille-là, qu'elle offre tout aux autres, mais qu'elle ne s'offre rien. Et dès qu'on commence à constater qu'on a beaucoup de colère ou qu'on a beaucoup de frustration ou qu'on fait beaucoup de choses pour les autres et peu de choses pour soi, on n'a pas besoin d'attendre en fait d'aller mal. On peut déjà là prendre conscience qu'en fait, il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à faire. Et on n'arrive pas à le faire parce que justement, on est coincé dans ces névroses et qu'à ce moment-là, justement, le réflexe qui serait intéressant à développer, c'est j'y arrive pas tout seul, c'est pas grave, mais je vais demander de l'aide. Et il y a des moments de notre vie où c'est important de reconnaître qu'on ne va pas y arriver seul et que l'aide, elle est nécessaire. Après, peu importe l'aide que je vais choisir, peut-être c'est un thérapeute, peut-être c'est un coach, peut-être c'est un psychiatre, peut-être c'est une psychologue. Enfin, chacun va choisir ce qui va lui convenir, mais il y a un moment où seul, on n'y arrive pas. Parce qu'on est aveugle à notre propre cécité. Il y a vraiment des choses de nous-mêmes que nous n'arrivons pas à voir et nous avons besoin du regard de l'autre pour voir ce que nous ne pouvons pas voir et ce que nous ne voulons pas voir. Voilà. Donc, j'invite vraiment les personnes à prendre conscience de leurs limites. Oui. Et c'est vrai que voilà, on ne peut pas vraiment le regard extérieur parce que si on ne fait pas appel, admettons, on peut très bien ne pas faire appel à un thérapeute ou un coach ou un psychothérapeute, mais par contre, finalement, au lieu que ce soit un professionnel qui nous dise enfin, ces parties cachées qui nous posent problème, finalement, dans le quotidien, dans la vie, eh bien, ça va être des personnes de notre entourage qui vont venir appuyer sur les boutons déclencheurs pour faire d'abord sortir, enfin, parce qu'à un moment, il faut que ça sorte. Alors, ils appuient pour que ça sorte. Et finalement, ben, ça peut être voilà, de la colère ou tout autre. Hein. Ça peut être, enfin, souvent, ça peut se transformer en colère, en agressivité. Mais après, évidemment, dans les parts d'ombre, hein, donc, on y cache la honte, la culpabilité, qui n'est nécessairement pas nécessairement la nôtre,
mais en tout cas, voilà, on l'a hébergé. Et donc, la honte, la culpabilité, la peur de déplaire, la peur de ne pas plaire, la peur d'être rejeté, la peur d'être différent et d'être mis à l'écart, tout ça, parce que ça remonte à très loin, dans l'histoire humaine, à la préhistoire, où voilà, il fallait être plutôt ensemble que tout seul, parce qu'on pouvait se faire attaquer par un animal, gros animal dangereux. Donc voilà, si on ne fait pas appel à quelqu'un dans l'extérieur que l'on sait bienveillant et qui fait ça pour nous aider parce que c'est l'intention, eh bien, on va le vivre avec des espèces de coups de jus, là, de coups de court-circuit, enfin, pas de, enfin, de, voilà, coups de jus, où on est électrisé par voilà, un déclencheur. C'est ça. Alors, c'est vrai que la famille, comme tu signales, la famille, les amis sont aussi extrêmement importants. Et je pense que voilà, chacun a trouvé comment il peut bénéficier de l'aide de l'autre et où est-ce que c'est le plus important pour lui. Je trouve que c'est aussi intéressant d'oser aller parfois justement dans des espaces où il n'y a pas de lien d'attachement pour pouvoir vraiment aller explorer ce qui va être peut-être compliqué d'explorer avec ceux qu'on aime et ceux qui nous aiment parce qu'ils vont avoir peut-être peur de nous blesser, ils ne vont pas savoir comment le faire, mais que ces choses-là peuvent être extrêmement complémentaires. Et je trouve que c'est aussi intéressant, une fois qu'on a une compréhension des névroses, eh ben, aussi après de pouvoir le travailler avec nos pères. Et dans une énergie de s'entraider, vraiment de se dire, ben, c'est chouette parce que c'est tellement facile de voir quand l'autre fait la puce ou le grillon, mais c'est tellement plus difficile de voir quand nous-mêmes, nous sommes en train de faire l'araignée ou le frelon. Voilà. Alors, à partir du moment où on a trouvé aussi un terrain de sécurité, où on peut déposer des choses, où on peut se regarder en toute honnêteté, en toute authenticité, ben, ce sera peut-être aussi plus facile d'aller se regarder avec ses proches en restant dans cette sincérité et cette honnêteté, et puis de voir comment on décide les uns avec les autres, de se donner des coups de main, et puis de devenir grands ensemble, vraiment, de pouvoir faire de la croissance, de l'évolution, de l'expansion. Et que c'est pas grave d'être imparfait. Je dis souvent, le but n'est pas d'être parfait, le but est d'être complet. Et plus je vais devenir un être qui est conscient de ce que je vois de moi, plus je deviendrai complet. Et plus je deviens complet, plus je deviens imparfait. Mais c'est tellement plus ressourçant parce que ce qui nous coûte si cher et qui nous fatigue, c'est la perfection, la volonté de perfection. C'est extrêmement fatigant. Ah oui, c'est l'imperfection, ça c'est une grosse arnaque. Beaucoup, je dis pas que tout le monde cherche la perfection, mais il y en a quand même un certain nombre qui, voilà, c'est très inconscient. Et résultat, finalement, on connaît la fin de l'histoire. Globalement, ça n'existe pas. Et donc, on court après des chimères et puis on se fait avoir, on élève sa santé. Voilà, c'est un concept fabriqué pour, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un piège. En fait, j'imaginais ensuite, par rapport à ces insectes, justement les relations entre voilà, deux grillons, deux puces, deux abeilles, deux araignées, deux frelons, et puis ensuite le grillon avec l'araignée. Enfin, voilà, je commençais un petit peu à imaginer tout ce que ça pouvait donner. C'est super intéressant. Effectivement, si on s'amuse à regarder, par exemple, dans un couple, imaginons que même si on sait qu'on a tout ça, c'est vraiment important de toujours se rappeler qu'on a tous tout ça, mais qu'effectivement, on peut avoir des comportements préférentiels pour toutes sortes de raisons, le câblage de notre cerveau, voilà, toute notre histoire. Vous voyez, par exemple, deux grillons qui vont se rencontrer, par exemple, que ce soit des amis ou un couple, peu importe, ou deux collègues de travail, ben, ça veut dire que c'est deux individus qui vont avoir la tendance que tout d'un coup, quand il y a trop, pouf, ils vont aller se cacher dans cet imaginaire et que du coup, ça va être très difficile de faire descendre quelque chose dans la matière. Alors, si dans une équipe ou dans une famille, il y a beaucoup de grillons, ben, un des risques, c'est qu'il n'y a rien qui se matérialise, c'est qu'il n'y a rien qui arrive à se concrétiser, qu'il n'y a rien qui arrive à se mettre en place parce que ben, tous se sont cachés là dans cet imaginaire lorsque c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et même pas la communication, parce que d'un coup, c'est le silence et plus personne ne se parle. C'est ça, c'est ça. Donc, la communication va être effectivement compliquée. Si on parle dans un couple, par exemple, au niveau des relations,
la sexualité ou tout ce qui va être intimité, etc., ça va être compliqué parce que dès que c'est compliqué, hop, une déconnexion du corps et on part dans le refuge. Donc, peut-être que effectivement, le contact avec le corps va être difficile. Alors, d'un côté, c'est harmonieux parce qu'évidemment, on se comprend et puis on fait la même chose. Donc, il n'y aura pas beaucoup de conflits. Mais pour la progression, pour l'évolution, pour l'expansion, ben, ce sera peut-être plus compliqué parce que qui va prendre le lead, qui va apporter le changement, qui va montrer un chemin, qui va guider. Si on prend les puces, typiquement, c'est souvent le cas de deux puces qui se rencontrent. Et puis, c'est un couple, par exemple, où il y a vraiment deux dépendants. Donc, voilà, on est collés ensemble, on fait tout ensemble. Donc, ça se nourrit bien. Mais ben, ça se développe peu vers l'extérieur. Parfois, ça, c'est un petit truc qui est assez intéressant dans la puce, c'est qu'il y a un comportement chez les êtres humains où un peut avoir la tendance justement d'aller toujours chercher un support. Et puis, l'autre comportement qui est à l'opposé, mais qui fait partie de la même blessure, va se construire à l'inverse, c'est-à-dire, vous avez le dépendant et l'indépendant. L'indépendant, il souffre de la dépendance autant que le dépendant. C'est simplement que lui, il a utilisé une autre stratégie. Il s'est dit, comme ça fait tellement mal de perdre un lien, eh ben, je ne vais même pas créer de lien. Alors, un couple avec un dépendant et un indépendant, ça veut dire que le dépendant, il est rassuré parce qu'il a son indépendant. Et puis l'indépendant, il se raconte souvent un grand mensonge, il pense qu'il a besoin de personne, mais en fait, sans qu'il se rende compte, ce dépendant, ça l'arrange bien. Le risque, par contre, c'est que tôt ou tard, l'indépendant va se sentir étouffé par le dépendant. Et donc, probablement, cette relation, un jour, elle risque d'exploser. Mais c'est aussi une relation qui est intéressante à observer. Maintenant, ces deux êtres qui se connaissent et se comprennent peuvent décider de faire un chemin ensemble pour s'autonomiser de plus en plus et puis que cette relation fasse vraiment de l'évolution et avec le temps puisse s'équilibrer et puisse être vraiment durable et puis profitable en fait pour les deux individus. Alors, c'est rigolo quand on regarde, hein, vous voyez comment, si vous prenez deux abeilles, ça va aller très bien parce que les deux, elles vont bosser pour l'autre. Mais les deux, elles vont s'oublier. Donc là aussi, ça va fonctionner, mais je vais plus m'occuper des besoins de l'autre que de mes propres besoins. Toujours est-il que dès que je fais de la conscience là-dessus, en fait, tout peut changer. Ça veut dire que chacun peut revenir à lui-même, que chacun peut faire un travail sur lui et que chacun va enfin pouvoir apporter quelque chose à l'autre, pas dans le sacrifice, mais dans la rencontre avec soi-même. Et là, je vais pouvoir offrir vraiment quelque chose à l'autre avec mon cœur et pas dans le devoir, mais réellement avec mon cœur. Après, ben, dans l'araignée, on va avoir deux êtres très méthodiques, donc tout va être peut-être bien organisé, bien structuré. Alors, si c'est la même méthode, tout va bien. Si par contre, on a des méthodes très différentes, comme il y a de la rigidité, ça peut être compliqué. Et puis, dans le cadre du frelon, ben, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une volonté de dominer un territoire, de prendre de la place. Alors, il risque d'y avoir un peu des combats. Et après, ben, c'est intéressant d'observer que ben, tout est possible. Par exemple, l'abeille avec le frelon. Ça veut dire que l'abeille, ben, elle va se soumettre au frelon. Et puis le frelon, ben, évidemment, c'est très confortable. Et en même temps, ce n'est pas sympathique le jour où on se rend compte qu'on était le frelon de quelqu'un et qu'on lui a puisé toute son énergie et puis qu'au nom de l'amour. Donc, voilà, c'est vraiment amusant d'observer comment on tourne là-dedans, qui est autour de nous, quel est mon partenaire, qui est mon chef, quel est mon collègue, et d'observer avec qui je suis confortable, avec qui je suis moins. Et tout ça, finalement, peut devenir un jeu extraordinaire. Et au lieu de voir, comme tu disais, Coralie, des névroses comme quelque chose de lourd et de pas sympathique à aller regarder, eh ben, nous, en tout cas, au sein de la présence, on apprend à s'amuser avec ça, à rigoler, à jouer, à transformer, à transcender. Et en général, ça se passe très, très bien. Oui, oui. Et puis finalement, c'est vrai que dans une même journée, on peut être, donc ces différents, entre guillemets, ces métaphores, ces insectes, et puis l'autre l'autre interlocuteur du moment va être dans un de ces rôles. Et à nouveau, c'est prendre conscience de ça. Et puis, peut-être pas instantanément au début, mais finalement, au bout d'un moment, se dire, tiens, il y a ça qui se joue. Ou on a pris l'habitude avec telle personne de jouer tel rôle et l'autre a telle habitude aussi. Et finalement, de voir comment grandir à partir de la prise de conscience et de faire évoluer pour finalement, donc il y a tous ces insectes et en fait l'objectif, l'idée, l'intention, c'est de réaligner ces insectes, ces types de névroses, de déplacer le curseur pour que justement
on est bien aligné par rapport à tous ces types de comportements. C'est ça. Et ce qui est important, c'est que ça ne soit pas un concept intellectuel. Ça ne suffit pas de prendre conscience que j'ai joué tel ou tel rôle, parce qu'il y a un mouvement intérieur qui doit être modifié. Et c'est pour ça que c'est vraiment un travail de retour à soi et de comprendre et sentir en fait qu'il y a eu un mouvement énergétique qui m'a emmené dans l'abeille ou qui m'a emmené dans le frelon ou dans le grillon. Et donc, j'ai bien à guérir quelque chose à l'intérieur de moi puisqu'il y a une pulsion qui est là. Et c'est en l'identifiant, en la sentant, en l'acceptant, en l'accueillant, alors que quelque chose peut réellement se transformer, parce que là-dedans, eh bien, j'y ai mis la possibilité qu'elle soit reconnue et que quelque chose d'autre, petit à petit, puisse prendre la place. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement à observer et à simplement nommer, mais c'est quelque chose à vivre à l'intérieur de soi pour permettre en fait des transformations. Et c'est un travail quotidien. Persévérance, courage, confiance. Oui, et donc ça veut dire qu'au début, on découvre le concept, ce concept et on passe par l'intellect. Et à force, ça s'imprègne et puis s'imprime en nous et on comprend depuis l'intérieur, je ne vais pas dire cellulairement, je ne sais pas si ce serait le terme, mais en tout cas de façon plus profonde, en passant par l'intellectuel 1 et puis en 2, en s'appropriant et puis en découvrant finalement, il y a autre chose que le côté extrême du curseur et de déplacer le curseur au fur et à mesure, etc. Finalement, j'avais l'habitude de faire comme ça pour X raisons depuis mon enfance ou un autre moment et avant. Et que finalement, en essayant autre chose, en déplaçant le curseur, finalement, c'est plus agréable, c'est plus confortable. J'ai par exemple de meilleures relations avec telle ou telle personne, alors qu'avant, ça se passait pas très bien. Finalement, quand on est plus aligné, finalement, on attire des personnes également plus alignées, donc notre entourage va bouger, va déjà s'aligner par rapport à nos changements, et en plus, on va attirer des personnes qui sont plus alignées avec ce que l'on devient. Absolument. Et aussi de s'attendre au fait que quand on veut changer quelque chose, d'abord on a de l'inconfort. Parce que lorsqu'il y a eu une réaction qui s'est mise en place pour toutes sortes de bonnes raisons, et puis qu'on va commencer à l'accueillir, la ressentir et ne plus partir dans ce mouvement énergétique, mais plutôt de l'observer pour pouvoir faire autre chose, d'abord on va ressentir de l'inconfort. Donc, c'est aussi pour ça que se retrouver accompagné, de ne pas forcément être seul avec ça, peu importe la manière dont on s'y prend, c'est important parce qu'on a besoin d'encouragement en fait. Hein. C'est l'être humain, on est tous pareils, hein, on a envie d'avoir du confort, on a envie d'avoir du plaisir et on a envie d'avoir juste un petit médicament qui va nous guérir et nous transformer. Mais en fait, non, le travail, c'est nous qui devons le faire. Et quand on fait le travail, on le sent. Et souvent, on se rend compte que beaucoup de personnes, pas conscient évidemment, mais attendent une permission, une autorisation. Mm-hmm. Oui. C'est lié à l'enfant, Mm-hmm. l'enfant qui est devenu intérieur en tant qu'adulte, Oui. qui n'était pas, voilà, qui devait suivre les consignes, les règles et tout ça, et que finalement, il y a un moment, il n'y a pas eu cette autorisation d'être soi. Oui. Et donc, beaucoup, enfin, un certain nombre, hein, on ne va pas généraliser, mais il y a cette attente inconsciente, très Mm-hmm. inconsciente d'autorisation. Oui, et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que l'autorisation, à ce moment-là, il va falloir se donner aussi l'autorisation de changer. Oui. Donc maintenant, je suis devenue grand et je m'autorise de changer. Et c'est sûr que dès que je choisis de changer, que je m'autorise à changer, peut-être que des gens vont me quitter. Ou peut-être que je vais quitter des gens. Parce que peut-être qu'on m'appréciait dans tel ou tel comportement. Vous voyez, quand j'étais une abeille toute ma vie, et puis que mon chef, ou peu importe, il a bénéficié de cette abeille, le jour où je choisis de changer, que je m'autorise à changer, et que je vais revenir dans mon centre, et je vais commencer à dire, ben non, je ne vais plus faire ça comme ça, ben non, ça, je suis plus d'accord, je vais poser mes limites, dire mes besoins, ben peut-être que ce sera dans un premier temps mal accueilli. Et il va falloir aussi trouver le courage d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Donc, s'autoriser à changer et apprendre aussi à accepter qu'il y aura des changements d'individus autour de nous. Ça fait partie de notre évolution. C'est tout à fait normal. Oui.
Oui, ça me fait un peu penser comme la dépendance. Tu parlais de la dépendance à l'alcool, mais c'est peut-être la cigarette, par exemple, où la Mhm. personne qui a fumé peut-être peut avoir de rapides essoufflements et tout ça. Et au fur et à mesure de changer, c'est-à-dire d'avoir arrêté de fumer ou d'avoir réduit, enfin, voilà, observer que finalement, elle a plus de souffle, hein, qu'elle peut marcher plus longtemps ou courir. Donc là, dans un comportement professionnel avec cette abeille, c'est finalement retrouver, peut-être recevoir plus de respect des autres. Parce que finalement, l'abeille, on s'en rend plus compte, on mange notre miel. Mais je ne sais pas si beaucoup de personnes pensent à remercier les abeilles du dur labeur qu'elles ont fourni pour, puis à la rigueur l'apiculteur, mais bon, c'est quand même les abeilles qui sont en premier lieu. Ouais, on ne remercie pas nécessairement les abeilles d'avoir fabriqué ce miel. Et là, quand l'abeille, bon, la personne pour le coup, euh, commence à reprendre son pouvoir personnel, c'est aussi du respect qu'elle récupère intuitivement. Enfin, les personnes vont regarder l'ancienne abeille différemment. Oui, et c'est le talent de chacun qui va pouvoir émerger. Vous voyez, si le grillon peut rester en contact avec lui et peut matérialiser en fait ce qu'il est venu apporter, le bonheur qu'il va ressentir de pouvoir mettre au monde en fait tout ce qui vient de son intérieur. Hein, si on prend l'oralité, elle va aussi pouvoir prendre sa place avec tellement de satisfaction de ne pas avoir besoin de l'approbation de quelqu'un ou de l'autre, mais de sentir toute cette liberté de pouvoir faire les choses qui sont importantes pour elle. L'abeille, qui se connaît souvent pas, va être tellement heureuse de découvrir l'immensité qu'il y a en elle et de pouvoir apporter ses talents dans le monde, parce que souvent l'abeille, elle est très abondante, justement. Elle est très prospère et elle a tellement à apporter, mais qu'elle en reçoive aussi toute la reconnaissance, parce que ça vient d'elle et elle l'offre pour son bien-être. Et c'est là qu'elle va remplacer la colère par l'épanouissement. Donc, il y a tous les cadeaux qui vont arriver après. Mais d'abord, il y a à constater, il y a à faire le travail, faire les efforts, et ensuite on reçoit les cadeaux. Et après, il y a à persévérer parce que ça n'est jamais terminé. Mais si c'est un jeu, tout se passe bien aussi. Et voilà, et c'est vrai pour chacun des rôles, hein, des névroses ou des insectes. Euh, pour le grillon, bah, mieux communiquer. Hein, les grillons cigales, voilà, quand on les entend, c'est que voilà, ça fait penser aux vacances, évidemment, à l'été, à la chaleur. Et c'est la communication chaleureuse. Donc, c'est le grillon, quand il chante, c'est qu'il est, bien, il est libre. Il est Oui, en sécurité et oui, il a bien chaud. oui, En tout cas, voilà, il est dans un contexte qui est vraiment favorable pour lui. Et, euh, et donc, ça fait toujours plaisir, enfin, si on est bien équilibré, ça fait plaisir de voir les autres épanouis, les autres bien dans leur peau, quoi, heureux. oui, c'est ça. Et une fois que tous ces insectes grandissent ensemble, bah, c'est aussi magnifique de voir pas seulement un potentiel individuel, mais aussi un potentiel collectif qui va offrir quelque chose d'exponentiel. Hein. Donc, c'est beau de voir aussi la puissance qu'il y a là-dedans. Dès qu'on arrive à embarquer d'autres avec nous, ça va devenir très, très puissant. Donc, c'est aussi rempli d'espoir, en fait, pour le monde, Oui, la pour notre planète. la Parce que planète. là, on a parlé de la relation à soi, on a parlé de la relation à l'autre, mais c'est aussi la relation à l'environnement, c'est la relation à la nature, c'est la relation aux animaux. Donc, dès que la relation s'améliore avec moi et avec l'autre, elle s'améliore avec tout mon environnement. Et alors, ça a vite un effet planétaire. Oui, 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 j'allais dire, cette complémentarité, parce que finalement, c'est des insectes, hein, métaphore, eh bien, c'est de la complémentarité. Et quand justement c'est exprimé, aligné, c'est la complétude. Voilà, la Voilà, complémentarité, complétude, où chacun peut trouver sa place dans l'instant et de jouer son rôle, hein, et un rôle équilibré.
C'est ça. Et ça va nous amener dans des nouvelles lois, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on arrive sur ce chemin de la complétude vers l'épanouissement, ça veut dire qu'on va sortir d'une logique de performance et que la performance n'est plus un but, mais qu'elle a un résultat. Et que la plus grande performance qu'on puisse avoir, vraiment, c'est quand on est dans notre centre, parce que c'est là qu'on va être alerte à tout ce qui se passe en nous et autour de nous. C'est là qu'on va être dans notre unicité. Et c'est là qu'on peut offrir notre meilleur potentiel. Et c'est quand même un paradoxe de voir qu'aujourd'hui encore, on pense qu'on peut tirer le meilleur potentiel des êtres en leur mettant de la pression, en fixant des objectifs inatteignables et en voulant une performance. Non, c'est en allant vraiment vers l'épanouissement de l'être. Mais s'épanouir ne signifie pas être aveugle à nos névroses. Il va falloir que chacun prenne sa responsabilité d'aller dans la guérison de ces névroses si on veut une société épanouie. Voilà. Bravo. Le titre, c'était de l'imperfection à la de l'imperfection à la complétude. Et ben, je suis dans le... Quelle belle conclusion. Quelle belle conclusion. Et là, j'ai une personne qui dit, j'ai des grillons à mon domicile, mais que pensez-vous des nuisibles comme les capricornes, les rats? Quelles attitudes proposez-vous? Déménager? Vous savez, nous, dans le cadre de nos activités, on appelle de plus en plus ce travail faire un travail de conscience intégrative et que justement, tout ce qui va nous amener dans la paix à l'intérieur, c'est la notion de pouvoir tout intégrer. Et c'est sûr que plus on est proche de nous, plus on a de l'amour pour nous, plus on est aligné avec nous, justement, plus on est puissant pour pouvoir intégrer ce qui est désagréable. Et puis de pouvoir entendre à l'intérieur de nous, mais qu'est-ce que je fais de ce désagréable? Quelle décision je prends? Quelle action je mène? Parce qu'on n'est pas dans une réaction, mais on est dans une vraie réponse. Mais d'abord, on apprend à intégrer tout ce qui est désagréable aussi. Le premier réflexe de l'individu qui a, et qui est un réflexe névrotique, c'est de diviser. C'est ce qui nous amène dans cette dualité. La névrose, c'est dual. Et notre travail, c'est de pouvoir revenir dans la totalité et donc dans le tout, dans l'intégration de tout. J'intègre, et une fois que j'ai intégré, je ressens, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je prends mes décisions et je passe dans mes actions. Et personne n'a les réponses pour nous. Oui, ça nous permet de nous positionner. Alors oui, justement, une fois intégré, que proposez-vous? Justement, une fois que c'est intégré, on va pouvoir entendre les réponses qui sont justes pour nous. La réponse ne peut pas venir de l'extérieur, c'est le piège de souhaiter que la réponse vienne de l'extérieur, que la réponse vienne, peu importe, du chef, du partenaire, du médicament. La réponse, elle est à l'intérieur. Et vivre, c'est risqué. C'est risqué de se tromper, c'est parfois même risqué de mourir. Vivre, c'est risqué. Et si je me trompe, c'est pas grave. J'aurais appris quelque chose. En fait, se tromper, ça veut dire quoi? J'aurais fait cette expérience-là. Donc, j'intègre, je prends une décision, je passe à l'action. Et ensuite, j'ai fait un apprentissage dont je peux tirer des bénéfices. Et peut-être j'ai besoin de revenir en arrière ou je peux aller plus loin, peu importe. J'ai avancé parce que j'ai appris. On est venu pour apprendre. C'est vrai. Et en fait, il y a aussi l'aspect de fréquence où finalement, si on vibre plus haut, ces fameux insectes visibles, eh bien, enfin, en tout cas, voilà, la représentation ici, s'ils ne vibrent pas à cette fréquence, ils vont partir ailleurs, en fait. Des fois, c'est En fait, c'est là que ça revient à nous de changer notre fréquence vibratoire et voir l'impact réel que ça a dans l'entourage. C'est parfois bluffant, et parfois ça peut être presque paraître trop rapide, mais ça s'aligne et résultat, c'est plein de surprises.
c'est plein de surprises. Et comme tu dis, une fois que c'est intégré, parfois on est étonné de voir que ben, c'est ce qui nous entoure qui part. Mm. Et parfois, quand c'est intégré, ce qu'on se rend compte, c'est ben non, ce qui nous entoure va rester, mais moi, je vais partir. On ne peut pas deviner la réponse, mais par contre, il y aura effectivement le travail de revenir au centre, de pouvoir intégrer. Et on va dire que la réponse va émerger. Tôt ou tard, la réponse va émerger. Et on ne peut pas faire l'économie de l'expérience. Sinon, on vit en théorie. Mm. Oui, et puis peut-être qu'il y a soit il y a des endroits qui les attendent pour eux et pourquoi ils vont partir parce que c'est mieux pour eux, ou bien il y a quelque chose pour toi un endroit, hein, si on parle de déménagement, il y a peut-être un endroit encore mieux qui t'attend. C'est ça. Et juste que tu n'as pas encore touché vibratoirement parce que c'est pas encore là, mais si tu vas dans ces moi, j'ai un ami qui était déjà dans un très bel endroit et finalement, il a trouvé un endroit encore plus. Et ça se décide toujours très rapidement parce que quand il change de fréquence vibratoire, bam, ça y est, il est déjà dans l'autre dimension, enfin, dans l'autre dans la réalité du nouvel endroit avec de plus belles énergies, avec plus de mieux, et mieux de plus. Enfin, voilà. Et ça se fait très rapidement. Et en même temps, bon, il travaille sur sa fréquence vibratoire pour qu'elle évolue. Mais c'est vraiment impressionnant. Oui. Parfois, les choses vont très vite et parfois, on se rend compte que la cohabitation, elle est nécessaire parce qu'on n'a pas encore intégré tout ce qu'on avait intégré. Et ça peut nous mettre en colère qu'une cohabitation soit nécessaire plus longtemps qu'on le souhaiterait. Mais c'est le temps qui nous est nécessaire pour comprendre en fait tout ce qu'il y a dans l'expérience qui nous est proposée. Accepter ce qui est et accepter de changer Oui. pour mieux. Oui, c'est ça. Ça nous arrive parfois dans le cadre de nos accompagnements avec des individus qui sont dans une situation compliquée au travail. Et si on regarde la chose telle qu'elle est, ils ne peuvent pas la quitter tout de suite, pour toutes sortes de raisons, pour des raisons financières, pour toutes sortes de raisons. Et ça veut dire que, ben oui, on va travailler sur la problématique névrotique, on va observer qu'est-ce qui se passe, on va s'exercer à modifier des comportements, à ressentir, à transformer. Et puis, ben, pendant des mois et des mois, on est encore dans cet environnement-là parce que ça prend plus de temps que parfois souhaité. Mais c'est sûr qu'au moment où le changement se fera, il y aura eu une réelle intégration. Et puis, il y a des étapes. Et quand on a vraiment fait une étape, il n'y a pas de retour en arrière. Alors après, la personne disait, comme en politique, car c'est aussi un environnement, une promiscuité. Comme en politique, Oui, alors, bon, je sais pas trop le contexte, mais oui, bah, c'est toujours des choix. Hein. Il y a les choix inconscients, par défaut, on subit. Et puis après, il y a les choix quand on a fait les déclics. Et là, on choisit. C'est le on choisit, le choix conscient. Et après, il y en a qui partent vivre dans les bois, et il y en a qui ont besoin d'être toujours avec des gens autour d'eux parce que ça fait partie de leur énergie. Enfin, mais voilà, par un choix conscient versus choix par défaut, qui n'en est pas. C'est un non-choix, mais c'est un choix aussi. c'est ça. Tout est choix. Choix. Tout est choix. Voilà. Donc, eh bien, alors, j'ai envie de dire à cette personne, belle, belle fréquence vibratoire qui te permet d'aller vers ce que tu souhaites profondément. Oui, je souhaite de pouvoir effectivement réaliser ce qu'elle peut, ce qu'elle peut visualiser et de pouvoir aller vraiment vers le futur désiré. Et surtout, parfois, ben, évidemment, d'avoir beaucoup de courage et d'oser persévérer parce que oui, il y a certaines étapes qui prennent parfois du temps, mais ça vaut la peine de se rappeler que ça vaut la peine. Oui, savoir ce que l'on veut est l'intention claire est très importante. C'est ça. On en parlait hier soir avec Fabrice Couchot, même financièrement, même pour les finances, la gestion du budget, l'intention claire dans tous les domaines, en fait. Oui. Ben, comme disait, je crois que c'était Michael Jordan, disait qu'avant de mettre un panier, ben,
il faut déjà le souhaiter, il faut le désirer. Et ensuite, le panier sera possible. Et parfois, on n'a effectivement pas assez clarifié le futur désiré. Et c'est pour ça que quelque chose est encore présent dans notre vie. Et c'est le temps que nous précisions encore plus nos intentions. Ce n'est pas forcément du temps perdu. Absolument, c'est au contraire du temps gagné. Voilà, et alors nous arrivons à la fin de notre session car Sébastien Gourrier est déjà dans la salle. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Coralie. Merci à chacun et puis surtout, tout le bon aussi à Sébastien pour sa future intervention. Ouais, merci Marilyn de ces précisions, de ces explications, de ces métaphores. On n'a plus qu'à appliquer ça dans nos vies et ça va être fun. Allez donc quand vous aurez le lien, cliquez, allez chercher ce magnifique visuel graphique. Voilà. C'est très explicite, c'est fun, ça parle, c'est top. Et puis comme ça fait l'ancrage visuel par rapport à ce que vous entendez là et que vous pourrez écouter et implémenter ça dans votre vie. C'est vraiment ce côté ludique en même temps et amusons-nous. On a essayé de faire une charte, donc n'hésitez pas à la laisser sur la porte du frigo pour que régulièrement votre regard tombe là-dessus et que vous puissiez vous regarder avec tout ça, jouer si vous avez des enfants, des adolescents. N'hésitez pas, plus jeune on est et on a cette conscience-là, tant mieux, ça ira plus vite, mais profitez, amusez-vous avec tout ça. Merci Marie. Merci. À bientôt. Belle suite de journée à tout le monde. Merci de votre attention. Oui, merci.